Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission médicale. Je remercie Kalita qui me donne les rênes pour vous guider à travers Israël et comprendre sa médecine de pointe. L'actualité médicale est, vous le verrez, florissante. Nous ferons un tour d'horizon des avancées, des découvertes, mais aussi des histoires inédites qui ont marqué le monde de la médecine en Israël. Pour décrypter cette actualité, chaque semaine, je serai accompagnée d'un médecin, d'un professionnel de santé qui nous fera part de son expérience, mais également de son regard sur Israël. Et pour débuter cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy Laoui. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors Cathy, pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre parcours est absolument impressionnant. Vous avez fait des études de pharmacie, puis un doctorat en sciences sur le cannabis. On va en parler justement après du cannabis. Vous vous êtes ensuite spécialisé dans le domaine du cancer et étiez responsable du développement de 2 blockbusters anticancéreux, des médicaments qui ont révolutionné le traitement de certains cancers. Vous avez créé ensuite votre propre entreprise et si je puis m'exprimer ainsi, le hasard vous a mené à expérimenter la somatic experiencing. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une véritable révélation? Vous comprenez alors le pouvoir, les bienfaits de cette thérapie et décidez de vous y consacrer entièrement. Pour preuve, aujourd'hui, vous êtes directrice de l'ITI, qui est l'International Trauma Healing Experience. Alors, Cathy, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi s'agit-il, quelle est cette technique qui compte aujourd'hui autant d'adeptes? Je pense que d'abord, la chose qui m'a vraiment fascinée, c'est c'est une nouvelle approche par rapport au traumatisme, une compréhension profonde qui vient de la recherche de ce qu'est le traumatisme. Cette compréhension, elle est venue à travers un chercheur américain qui s'appelle Dr. Peter Levine et qui, en collaboration avec la NASA, a étudié ce qui se passait chez les animaux dans la nature. Et il s'est rendu compte qu'en fait, les animaux qui devaient faire face à des épreuves constamment, évidemment certaines traumatisantes entre guillemets, ne restaient pas traumatisés. Et il a en fait compris que le trauma, c'est lié à notre système nerveux autonome, ce qu'on appelle parfois en français le système neurovégétatif. Et il nous a donné en fait une optique physiologique de ce qu'est le trauma. Donc il a dit le trauma, c'est pas un problème psychologique, c'est un problème physiologique. Alors justement, je rebondis là-dessus, Cathy, c'est quand même assez révolutionnaire ou en tous les cas surprenant puisque finalement on s'intéresse plus aux sensations, on met au premier plan les réactions induites au niveau corporel. C'est assez nouveau pour une thérapie anti-stress. Oui, absolument, absolument. Il ne s'agit pas de raconter sa vie ou d'aller vers ce qui s'est passé dans l'enfance, le père, la mère. Finalement, la partie narrative de l'histoire est beaucoup moins importante que ce qui se passe dans le corps. Parce qu'en fait, le corps est le lien entre ce système nerveux autonome et notre expérience du monde. C'est pour ça que ça s'appelle somatic experiencing, parce qu'en fait, somatic pour le corps et experiencing pour notre façon de comprendre le monde. Alors, à qui s'adresse cette thérapie ? Alors, il y a une partie thérapeutique profonde qui peut être utilisée pour n'importe quelle sorte de thérapie, soit seule, soit avec d'autres méthodes thérapeutiques. Et il y a aussi, nous avons développé dans notre AMUTA, dans notre association, une méthode de premier secours émotionnel qui est destinée à tout le monde en fait. On aimerait que cette méthode-là soit disponible à toute la population. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces premiers gestes de secours qu'on peut tous utiliser pour soi-même et pour nos proches ? Alors quand on est en fait dans un état de panique, dans un état on appelle ça d'activation entre guillemets au niveau de notre système nerveux, on perd pied en quelque sorte. On a une sensation de perte de puissance, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et les premiers gestes, en fait, sont des gestes qu'on appelle en anglais de grounding, d'ancrage. Et pour ça, on utilise en fait l'attention des personnes pour les amener à revenir vers leur corps. On utilise aussi l'ancrage au sol, ça veut dire de sentir ses pieds sur le sol. On utilise le fait de s'orienter dans l'espace parce qu'automatiquement, ça nous fait revenir vers nous-mêmes. Et aussi, ça enclenche quelque chose dans le cerveau qui permet de rééquilibrer donc la sensation de sécurité
que souvent on perd quand on n'est pas bien. Et donc voilà, donc les premiers gestes sont des gestes d'ancrage. Alors votre association, il y a plusieurs membres dans votre association. Vous êtes déjà intervenu, je crois, dans le sud d'Israël auprès d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, enfin pas seulement auprès d'enfants. On a enseigné ces outils dans le sud d'Israël, dans des communautés frontières avec Gaza. Et je me rappelle d'une séance qu'on avait faite et le lendemain ou le surlendemain, la guerre a éclaté. Et les gens ont pu vraiment vérifier à quel point ces outils leur étaient utiles et maintenant ils les réclament tout le temps. Donc voilà, c'est efficace. Ouais. Et il y a ces jeunes enfants qui sont, comme vous le dites, aux frontières de Gaza, qui sont donc souvent soumis à ces tirs de roquettes. Donc il y a un stress post-traumatique qui est évident. Quels sont les outils que vous utilisez avec ces enfants ? Finalement les mêmes que ceux que vous utilisez avec les adultes ? Absolument les mêmes. Absolument le même. Également de normaliser ce qu'ils peuvent ressentir, parce que quand le choc est intense, comme pendant les sirènes, pendant le Tseva Adom, donc parfois les enfants tremblent. Les adultes aussi, mais chez les enfants c'est particulièrement marqué le tremblement. Et donc on normalise ce qui leur arrive. Et on leur explique aussi parfois, dans le sud par exemple, ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants, à cause de ce Tseva Adom, qui veut dire couleur rouge, les enfants ont parfois des difficultés avec les objets rouges. Et il y a certains enfants qui ont arrêté de manger des tomates ou des pastèques parce que l'association entre Tseva Adom et la couleur rouge de ces éléments, donc de cette nourriture, leur amène tout de suite un état d'excitation et de peur. Mais est-ce que ça veut dire que quand on fait ces premiers gestes, ou en tout cas cette thérapie, est-ce que ça veut dire que si une sirène se reproduit, les enfants seront moins stressés, ou est-ce qu'on gère simplement le stress qui a eu lieu, mais après c'est un éternel recommencement ? Alors, c'est un recommencement dans le sens où on doit réutiliser les mêmes outils, tel que notre système nerveux est excité, entre guillemets. Mais en même temps, on construit ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire notre capacité à surmonter les problèmes et à contenir ce qui peut se passer pour nous. Les soldats également, vous vous intéressez à eux, mais pas que. Depuis quelque temps, les Français, adolescents, rencontrent de grandes difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et nous dire dans quelle mesure vous pouvez intervenir ? Oui, c'est très stressant de faire l'ALIA. En tout cas, ça peut être très stressant. Et donc, d'ailleurs, en collaboration avec Kalita, on a mené plusieurs formations. Tout d'abord, l'année dernière, on a formé des chefs d'association qui s'occupent de francophones. Et on a donc l'espoir de continuer et de peut-être faire des projets pilotes dans des villes où il y a beaucoup de francophones, comme Ranana, Natania, Ashdod, et amener des outils pour aider à l'intégration, pour aider aussi parfois les parents qui tout à coup voient leur enfant partir au service militaire et qui sont un peu perdus, qui n'ont pas l'expérience des Israéliens pour surmonter cette peur-là. Et voilà, donc tous ces outils sont utiles pour ces différents cas. Est-ce qu'on peut donner comme conseil aux mamans de ces enfants que peut-être elles-mêmes peuvent suivre cette formation pour avoir un vrai rôle à jouer avec leur progéniture ? Absolument, absolument. D'avoir ce Argas Kelim, donc cette boîte à outils, pour chacun est important, et particulièrement les gens qui sont soumis au stress de façon constante. Et comment on est au courant de ces formations ? Alors on a un site internet, on a Facebook, donc voilà, donc on peut vous trouver facilement. On peut nous trouver facilement, absolument. Est-ce que Israël reconnaît ces techniques ? Comment se positionne Israël par rapport à ces thérapies un peu alternatives ? Je pense que sur le terrain, il y a vraiment une reconnaissance. Maintenant, au niveau plus formel, il y a encore un peu de résistance, surtout de la part évidemment des professionnels de la santé mentale, d'aller vers des techniques qui sont différentes de ce qu'ils ont appris.
Mais bon, on n'est pas très inquiet en général. Israël a toujours une longueur d'avance. Je voudrais d'ailleurs vous donner un autre exemple de cet esprit de pionnier qui ne quitte pas le pays depuis 70 ans. Le développement du cannabis thérapeutique. On va s'y intéresser quelques instants. C'est notre deuxième partie, RAC Israël. Vous le savez peut-être, il y a quelques jours, Israël a autorisé l'exportation du cannabis médical. Cet accord très attendu intervient alors que le développement de ce secteur est en pleine explosion. Israël serait considéré comme la terre promise du cannabis. La marijuana pousse discrètement sous serre dans des fermes placées sous le contrôle des autorités gouvernementales. 8 firmes se sont lancées dans la culture et une soixantaine de start-up gravitent autour de la commercialisation du produit. Parmi elles, on retrouve la firme Intercure avec pour directeur stratégique, excusez du peu, l'ancien Premier ministre Ehud Barak. C'est dire si ce secteur est pris au sérieux. Selon les estimations du Parlement, l'exportation de ce cannabis thérapeutique pourrait rapporter plus de 1 milliard de shekels par an à l'État israélien. Cela fait un peu plus de 10 ans que la marijuana thérapeutique est autorisée en Israël. L'État a investi plusieurs dizaines de millions dans la recherche et le pays est aujourd'hui considéré comme le leader scientifique mondial. Tout commence à Jérusalem, à l'université hébraïque. Dans les années 60, un chimiste israélien, le professeur Raphaël Mechoulam, découvre les différents composants du cannabis comme le cannabidiol et le THC. Ces premières publications font état du rôle majeur du cannabis pour traiter des formes graves d'épilepsie. Lorsqu'aucun autre traitement ne marche, le cannabis, lui, entraîne une réduction de 50% des crises d'épilepsie. Aujourd'hui, on sait que le cannabis est aussi efficace dans l'autisme, dans la maladie de Parkinson, pour soigner les douleurs liées au cancer et atténuer les nausées liées à la chimiothérapie. Les usages sont donc multiples. Aujourd'hui, en Israël, plus de 30 000 personnes sont autorisées à se soigner avec du cannabis médical. À Tel Aviv, il existe même un centre de distribution de cannabis, Tikkun Olam, où les patients munis d'une apnaya peuvent venir retirer la dose de cannabis dont ils ont besoin. Le cannabis se consomme sous forme d'herbe, mais pas que. On peut aussi le trouver sous forme de comprimés, de poudre ou bien encore d'huile, utilisée essentiellement en pédiatrie. Le cannabis est aussi beaucoup utilisé pour soulager les personnes atteintes de stress post-traumatique. 720 000 personnes en Israël sont concernées par ce mal psychologique. C'est presque une personne sur 10. Et parmi ces personnes, on compte de très nombreux soldats. Et l'un des moyens d'atténuer les effets de cette maladie mentale est de recourir au cannabis. Alors Cathy, vous qui êtes au contact de ces populations traumatisées, quel est votre regard sur l'utilisation de ce cannabis médical? Peut-il, selon vous, être prescrit en complément d'une thérapie comme celle que vous proposez? Oui, absolument. J'ai remarqué une grande différence à partir du moment où le cannabis est devenu disponible et surtout en début de traitement, quand les gens ont du mal à dormir, quand les gens ont tout un tas de symptômes qui sont difficiles à contrôler et à travers lesquels ils se sentent vraiment impuissants. Je pense que le cannabis apporte une réponse. C'est pas la seule réponse, évidemment, mais c'est une réponse. Alors, je disais en début d'émission que vous avez fait un doctorat en cannabis. La coïncidence est plutôt heureuse. Est-ce que vous aviez connaissance qu'Israël était déjà à la pointe dans ce domaine? Oui, absolument. J'ai rencontré le professeur Mechoulam il y a longtemps. Et j'étais très fière, d'ailleurs, de savoir qu'il était israélien. Qu'il était israélien et que la personne qui avait éclairé le monde du cannabis venait d'Israël. C'était une grande source de fierté pour moi. Surtout qu'à l'époque, j'ai fait mon doctorat avec le département des narcotiques des Nations Unies. Et que donc, c'était très bien d'avoir Israël en bonne position aux Nations Unies pour une fois. Israël est quand même assez surprenant. Ils savent toujours se placer au bon moment, au bon endroit. Comment s'explique cela, qu'Israël est si finalement perspicace et ingénieux? Je pense qu'il y a un côté pionnier. Je pense que nous sommes dans l'âme, dans notre ADN des pionniers. Et que Israël a une combinaison d'un côté un pragmatisme très important et de l'autre côté un savoir-faire scientifique. Et peut-être puisqu'on parle de psychologie aussi quelque part, il n'y a pas de peur. Ouais, on sait surmonter notre peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur des a priori. Ouais. C'est l'un des premiers à autoriser l'exportation. Ça en dit long quand même. Voilà. Et peut-être même le contraire quelque part. Je pense qu'Israël adore les défis. Je pense que les défis sont là pour être surmontés et que en fait ça nous rend des bons chercheurs.
Alors, je pense qu'au niveau de ce sujet, le cannabis, on n'est qu'au début encore en Israël, avec cet accord qui vient de passer. Donc, on va à nouveau consacrer une émission, je pense, sur le cannabis qui le mérite largement. En tous les cas, merci beaucoup, Cathy, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.